Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 13e semaine de 2026, l'avis de l'Union revient sur la révélation concernant le ministre des Affaires étrangères hongrois, sur le nouvel accord de libre-échange avec l'Australie, sur l'adoption de l'accord de Turnberry par le Parlement européen et sur le vote du règlement retour. Dans le club des 27, Giorgia Meloni vit son premier revers de taille en tant que présidente du Conseil, la droite allemande gagne en Rhénanie-Palatinat, Robert Golob gagne les élections législatives slovènes, les sociodémocrates gagnent les législatives au Danemark, et la dérive autoritaire d'Orban s'accentue sur la fin de campagne. Et chez nos chers voisins, la Moldavie a deux doigts de la panne générale, et la Biélorussie tente de normaliser ses relations avec les Occidentaux. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Conseil européen et Conseil de l'UE. La Hongrie communiquait à la Russie le contenu des réunions intergouvernementales. Ça n'a pas surpris grand monde, mais la révélation faite, le choc reste quand même rude. Samedi 21 mars, le Washington Post révélait l'opération Game Changer, une opération des renseignements russes qui visait à proposer une tentative d'assassinat de Viktor Orban pour faire remonter sa cote de popularité. Le même article affirme que le ministre des Affaires étrangères hongrois, Péter Szijjártó, appelle très régulièrement son homologue russe, Sergei Lavrov, pour lui rendre compte des réunions européennes quasiment en temps réel. Des accusations très graves que le Frankfurter Allgemeine Zeitung confirme le mardi 24 mars. Le Premier ministre polonais Donald Tusk, qui a officié en tant que président du Conseil européen de 2014 à 2019, a déclaré qu'il n'était pas surpris et que c'était pour cela qu'il ne disait que le strict nécessaire lors des réunions avec les autres chefs d'État et de gouvernement. C'est un peu l'attitude générale en présence des Hongrois, que ce soit les chefs d'État et de gouvernement ou les ministres des autres États membres, on s'en tient au strict minimum et on évite les informations sensibles. L'ancien ministre des Affaires étrangères lituanien, Gabrielius Landsbergis, affirme que les États membres de l'OTAN étaient déjà au courant dès la préparation du sommet de l'OTAN en 2023. Au siège de l'OTAN à Bruxelles, les formats informels se sont multipliés pour éviter d'exposer des informations sensibles aux représentants hongrois. La Hongrie s'est mise en retrait d'elle-même, refusant d'aider l'Ukraine et interdisant le transit d'armes et de munitions de l'OTAN destinées à l'Ukraine sur son territoire. Péter Szijjártó nie fermement ces accusations et les qualifie de fake news, de théorie du complot farfelue et de propagande ukrainienne. Il relativise et prétexte que les décisions sur l'énergie ne peuvent se prendre seules et qu'il discute aussi de ces questions avec les États-Unis, Israël, la Serbie, la Turquie et d'autres États. Mais ça n'enlève rien au fait que le ministre des Affaires étrangères hongrois se soit rendu 16 fois à Moscou depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Aucun autre ministre des Affaires étrangères ne s'est rendu autant de fois à Moscou sur cette période. Le porte-parole de la haute représentante Kaja Kallas rappelle que l'obligation de coopération légale qui existe au sein de l'Union européenne doit être respectée. Le porte-parole du ministre des Affaires étrangères allemand, Johann Wadephul, rappelle qu'il est inacceptable de violer la confidentialité des délibérations qui sont couvertes par l'obligation de secret dans le règlement intérieur. Commerce. L'accord UE-Mercosur entre en vigueur le 1er mai et nouvel accord de libre-échange avec l'Australie. Alors que la colère des agriculteurs européens ne faiblit pas, ni celle des eurodéputés qui ont été court-circuités par la Commission européenne lors de l'adoption du texte, l'exécutif européen a annoncé lundi 23 mars l'entrée en vigueur provisoire de l'accord UE-Mercosur au 1er mai. Alors que l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay ont ratifié et notifié la ratification à l'Union européenne, le Paraguay a ratifié aussi l'accord et n'a plus qu'à le notifier. Des ratifications qui ouvrent la voie à l'entrée en vigueur de l'accord.
L'annonce s'est faite alors qu'Ursula von der Leyen se rendait en Australie pour signer un nouvel accord de libre-échange. La présidente de la Commission a rencontré le Premier ministre australien Anthony Albanese à Canberra. L'Union européenne et l'Australie négociaient depuis 2018, mais en 2023, les deux parties avaient décidé de suspendre les négociations à cause d'un blocage autour des quotas de bœuf et d'agneau importés dans l'UE. La politique commerciale agressive des États-Unis et de la Chine a obligé les deux parties à se remettre à la table des négociations. Ursula von der Leyen se félicite de ce qu'elle appelle la trilogie commerciale avec 3 grands accords de libre-échange conclus en l'espace de quelques mois avec le Mercosur, l'Inde et l'Australie. La présidente de la Commission parle d'une augmentation du PIB européen de 4 milliards d'euros grâce à la levée des droits de douane sur la plupart des échanges entre l'UE et l'Australie. Les échanges devraient augmenter de 30% dans les 10 prochaines années et devraient permettre aux entreprises européennes d'économiser 1 milliard d'euros par an de droits de douane. Les marchés publics seront ouverts de manière réciproque aux entreprises européennes en Australie et aux entreprises australiennes en Europe. Un accord qui comprend l'accès aux matières premières stratégiques australiennes comme le lithium, le cobalt, les terres rares ou le manganèse, des matières premières indispensables pour avancer vers la transition écologique. Les droits de douane sur le vin, le chocolat et certains fruits et légumes seront supprimés dès le premier jour de l'entrée en vigueur de l'accord. Pour le fromage, les droits de douane seront supprimés progressivement sur 3 ans. Concernant l'agriculture, des quotas seront appliqués aux importations de bœuf, limités à 30 600 tonnes par an sans droit de douane, mais aussi sur l'agneau à 25 000 tonnes par an, le sucre, le riz et les produits laitiers australiens. Comme l'Australie n'a pas été satisfaite sur l'agriculture, elle a décidé de maintenir les taxes sur les voitures de luxe européennes, ce qui déplairait à l'Allemagne, mais qui exonérera la plupart des voitures électriques européennes. L'acier australien aussi est soumis à une limitation. Comme pour l'accord UE-Mercosur, des clauses de sauvegarde ont été intégrées à l'accord. La Commission a retenu la leçon de l'accord avec le Mercosur et a tenté de limiter les accords polémiques, même si ça n'empêche pas les syndicats d'agriculteurs de faire part de leur déception concernant un nouvel accord de libre-échange qui donnera accès à des produits agricoles de l'autre bout du monde et qui ne respectent pas forcément le cahier des charges européen. L'accord doit encore être soumis aux 27 et au Parlement européen, tout comme pour l'accord avec l'Inde conclu au mois de janvier. En parallèle, l'Union et l'Australie ont signé un partenariat de sécurité et de défense qui permettra aux deux parties de structurer leur coopération en matière de défense avec des projets en commun dans les secteurs de l'industrie de défense, de la cybersécurité, de la sécurité maritime, de la lutte contre le terrorisme et les menaces hybrides telles que la désinformation. Un partenariat qui permet à l'Union d'avoir un pied dans la région Indo-Pacifique et qui pourrait permettre à l'Australie de participer à la coopération structurée permanente de l'UE et de déposer des projets dans le cadre du programme SAFE destiné aux achats de défense. Commerce encore, le Parlement européen approuve l'accord commercial avec les États-Unis, mais à ses conditions. Jeudi 26 mars, le Parlement européen, réuni en plénière à Bruxelles, a voté par une très large majorité l'accord UE-États-Unis à 417 voix pour, 154 contre et 71 abstentions. L'accord prévoit l'abolition des droits de douane pour les produits américains importés dans l'UE et 15% de droits de douane pour les produits européens exportés vers les États-Unis, à l'exception de l'acier et de l'aluminium, qui sont surtaxés. Comme évoqué lors des précédents épisodes du podcast, le Parlement européen a voulu inclure des clauses dans le texte. La clause lever de soleil, qui doit permettre l'entrée en vigueur de l'accord une fois que les États-Unis auront rempli leur part du contrat. Une clause de sauvegarde pour éviter que l'afflux de produits américains ne crée un préjudice pour les producteurs européens.
Une clause de suspension si les États-Unis venaient à menacer l'intégrité territoriale européenne ou faire pression économiquement sur l'UE, et une clause de caducité qui doit mettre fin à l'accord après 2 ans. Après l'annulation des droits de douane par la Cour suprême des États-Unis, Donald Trump n'a pu adopter que des droits de douane temporaires et généraux, ce qui est incompatible avec l'application de l'accord. Une approbation largement conditionnée qui rend de facto l'accord très loin d'être appliqué. Un moyen de céder sur la forme à Donald Trump, mais d'être exigeant avec lui sur le fond. L'administration américaine menaçait de ne plus livrer de GNL américain si le Parlement européen n'adoptait pas l'accord. Le Parlement européen avait suspendu plusieurs fois ses travaux en commission après le bras de fer concernant le Groenland et les menaces à l'égard de l'Espagne après son refus de servir de base arrière des États-Unis dans sa guerre contre l'Iran. Il est à noter que les soutiens de Donald Trump au Parlement européen ont voté contre l'accord pour fustiger l'humiliation acceptée par Ursula von der Leyen. Les eurodéputés du RN ont voté contre, ceux du Fidesz et de Vox se sont abstenus. Un moyen de diluer leurs éloges à l'égard du président américain. Désormais, c'est au tour des 27 de prendre position sur l'accord lors des négociations interinstitutionnelles qui auront lieu à partir de mi-avril, qui doivent déboucher sur un compromis final. En réalité, il faudra attendre le mois de juillet, au moment où la période transitoire des droits de douane temporaires prendra fin, pour voir si les États-Unis ont trouvé le moyen d'adopter l'accord de Turnberry. Affaires intérieures. L'alliance droite-extrême droite se matérialise en plénière sur le règlement retour. Jeudi 26 mars, le Parlement européen a adopté la réforme du règlement retour, particulièrement durcie en commission liberté civile par la droite et l'extrême droite, qui ont travaillé de concert sur le sujet. Le texte acte la mise en place des hubs de retour, calqués sur le modèle des centres délocalisés en Albanie de Giorgia Meloni. Des centres où les demandeurs d'asile devront attendre la réponse à leur demande de refuge politique. Des personnes susceptibles d'expulsion pourraient être détenues dans ces centres extérieurs à l'UE, que l'expulsion soit possible ou non vers son pays d'origine. Les ONG ont multiplié les communiqués pour faire part de leurs inquiétudes quant au respect des droits fondamentaux des personnes concernées. Les ONG de défense des droits humains ont constamment critiqué le fait qu'aucune étude d'impact, aucune consultation des organisations de la société civile européenne n'ait servi de base à cette réforme, ce qui relève de la pratique législative habituelle des institutions européennes. La Commission a fait une proposition législative en mars 2025 sous la pression des États membres. Le texte dispose aussi de la reconnaissance mutuelle de retour. Quand un État membre décide de l'expulsion, elle vaut pour l'ensemble du territoire européen. Les ONG alertent sur le fait que des personnes intégrées pourraient faire l'objet d'une exécution de la décision d'expulsion des années plus tard. Même l'appel en cas d'avis d'expulsion ne sera plus suspensif, ce qui rompt avec la tradition juridique héritée de l'après-guerre. Le texte renforce les sanctions pour ceux qui refusent le retour volontaire, avec la confiscation des documents d'identité, des détentions pouvant aller jusqu'à 2 ans et une interdiction de territoire européen prolongée à 10 ans. Le texte a été adopté par une large majorité, essentiellement par la droite et les extrêmes droites, mais aussi une partie du centre. La droite et l'extrême droite du Parlement européen ont applaudi à tout rompre lors de l'annonce du résultat. Le négociateur pour le PPE, François-Xavier Bellamy, dont les négociations avec les extrêmes droites avaient fait grand bruit, se félicite de l'adoption du texte en disant que ceux qui viendront illégalement dans l'UE n'y resteront pas. Certains États membres ont déjà lancé des projets pilotes et envoyé des lettres d'intention à des pays avec qui ils envisagent de créer des centres. La France et l'Espagne sont sceptiques quant à l'efficacité du dispositif.
Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'enseignement principal de l'adoption de ce texte, c'est que la droite a offert une première victoire éclatante à l'extrême droite. Désormais, les négociations avec le Conseil pourront commencer pour négocier le compromis final. Passons désormais au Club des 27. Italie. Giorgia Meloni perd son pari sur le référendum pour la réforme de la justice. Dimanche 22 et lundi 23 mars avait lieu le référendum sur la réforme de la justice porté par le gouvernement Meloni. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, Giorgia Meloni et son gouvernement attaquent sans cesse ce qu'ils appellent les juges rouges, une justice que la coalition de droite et d'extrême droite considère comme politisée et fortement à gauche. Des attaques incessantes contre le système judiciaire qui se sont accentuées lorsque les tribunaux se sont opposés à la déportation de demandeurs d'asile dans des centres de rétention en Albanie au mépris du droit international et européen. Les manifestations en soutien aux Palestiniens a même fait l'objet d'un amalgame entre la gauche dite culturelle et les juges de la part du gouvernement. Faute d'une majorité des 2/3 à la Chambre des députés et au Sénat, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de présenter une des réformes majeures du gouvernement au référendum. Ce projet avait pour but de réformer le Conseil national de la magistrature, organe indépendant chargé de gérer les carrières des juges et des procureurs. Une réforme qui devait créer une nouvelle chambre, la Haute Cour disciplinaire, en charge de juger les juges et les procureurs qui sortiraient du rang. Ce qui a choqué les experts, c'est que la plupart des juges qui y siégeraient seraient tirés au sort, les autres seraient choisis par le Parlement et donc par la majorité en place. Une remise en cause claire de la séparation des pouvoirs qui n'a pas échappé à l'opposition qui ne cesse de pointer du doigt la dérive illibérale de Giorgia Meloni et de son gouvernement. Mais ce n'est pas nouveau que la droite et l'extrême droite mènent une guerre culturelle contre l'indépendance des juges. Silvio Berlusconi avait tenté une réforme alors que plusieurs affaires étaient en cours d'instruction contre lui. Matteo Salvini est passé 2 fois devant les tribunaux pour des actions illégales en tant que ministre de l'Intérieur. Pour tenter de rallier les Italiens au oui à la réforme, Giorgia Meloni a déclaré qu'une victoire du non permettrait la remise en liberté de violeurs et de pédophiles. La directrice de cabinet du ministre de la Justice, Giusy Bartolozzi, a comparé la magistrature à un peloton d'exécution et promettait que le gouvernement s'en débarrasserait. Le ministre de la Justice lui-même, Carlo Nordio, qualifiait le Conseil supérieur de la magistrature d'organisation, je cite, paramafieuse. Des déclarations d'une violence inouïe contre une organisation créée après la chute du fascisme pour garantir l'indépendance de la justice, elle qui était aux ordres de Mussolini et des fascistes pendant 2 décennies. La droite n'a toujours pas digéré l'opération Mani Pulite, l'opération main propre, qui a mis en lumière les financements occultes des partis et de la corruption, poussant plusieurs partis à la dissolution. Une violence verbale contre les magistrats qui contraste avec l'héroïsation des policiers qui ont vu se multiplier les fonds de soutien aux policiers poursuivis et en adoptant une loi créant une présomption de légitime défense pour les policiers. Mais le contexte international a probablement desservi le gouvernement. La loyauté envers Trump se paye alors que l'Italie est touchée de plein fouet par la crise des énergies provoquée par la guerre en Iran. Et c'était aussi sans compter sur les casseroles au sein du gouvernement. Le sous-secrétaire à la justice, Andrea Del Mastro delle Vedove, possédait jusqu'à récemment des parts dans une société avec une héritière de la mafia calabraise. Le non l'emporte donc avec 54,32% des voix pour 59% de participation. C'est une première brèche dans la gouvernance de Meloni qui subit son premier échec de taille à la tête du gouvernement. La faute à une réforme qui ne traite pas les vrais problèmes de la justice comme des procédures trop longues ou la surpopulation carcérale. La première ministre avait refusé de mettre sa démission dans la balance en cas de défaite.
L'opposition a pu laisser éclater sa joie. Le leader du mouvement 5 étoiles, Giuseppe Conte, s'est réjoui à l'annonce de la victoire du non en déclarant « Nous l'avons fait, vive la Constitution ». La présidente du Parti démocrate, Elly Schlein, parle, elle, d'une majorité alternative à Meloni et appelle les forces progressistes à s'allier en vue des élections législatives de 2027. Giorgia Meloni sort fragilisée de cette séquence. Pour éviter de perdre la main sur sa coalition, elle a poussé à la démission Andrea Del Mastro delle Vedove et Giusy Bartolotti. La présidente du Conseil, qui semblait jusque-là indulgente avec les brebis galeuses, a choisi de sacrifier 2 figures du gouvernement. Elle en a même appelé publiquement à la démission de la ministre du Tourisme, Daniela Santanchè, femme d'affaires qui a longtemps aidé au financement de Fratelli d'Italia, le parti de la première ministre. Elle a démissionné mercredi 25 mars sous la contrainte. Une enquête est désormais ouverte à l'encontre du ministère de la Défense pour une suspicion de malversation. Ce qui devait être un levier pour contrôler la justice italienne se transforme en projecteur sur les affaires du camp de Giorgia Meloni. Elle tente de limiter la casse pour éviter de perdre le soutien de Forza Italia. Allemagne, victoire de la CDU en Rhénanie-Palatinat, le SPD perd un fief et l'AfD continue son implantation. Les sociodémocrates n'en finissent pas de voir leur influence diminuer. Dans une région que le SPD gouverne depuis 1991, c'est encore un échec pour le parti co-dirigé par le vice-chancelier et ministre des Finances Lars Klingbeil et la ministre du Travail Bärbel Bas, après un score historiquement bas dans le Bade-Württemberg où le SPD avait failli disparaître du Landtag. La CDU rafle la première place avec 31%, le SPD échoue à la deuxième place avec 25,9%, malgré des dernières semaines qui pouvaient rendre optimiste. L'AfD réalise son meilleur score dans cette région frontalière de la France, du Luxembourg et de la Belgique. Le nouveau ministre-président de la Rhénanie-Palatinat sera Gordon Schneider, 50 ans, qui a appuyé sa campagne sur l'innovation dans l'éducation, la sécurité, la santé et la politique économique. La victoire de Schneider donne un peu d'air à la CDU, qui voit la popularité de Merz reculer, alors que ses réformes économiques, très attendues pour relancer la croissance en Allemagne, n'ont toujours pas été annoncées. Les milieux économiques s'impatientent, les Allemands aussi. Pour le SPD, il semble que l'orientation centriste choisie par la nouvelle direction ne satisfait pas sa base et ses sympathisants. Pourtant, Lars Klingbeil persiste et signe, malgré cette défaite, et entend bien reprendre le flambeau de Gerhard Schröder, qui avait introduit les flexi-jobs en Allemagne et fait adopter plusieurs réformes très libérales. Il demande aux Allemands de faire des efforts, et comme Friedrich Merz, il veut réduire les emplois à temps partiel. Le ministre-président sortant et candidat du SPD, Alexander Schweitzer, reproche à son parti d'être devenu trop technocratique et éloigné des classes populaires. De son côté, l'AfD continue de s'implanter à l'ouest du pays, alors que c'était jusqu'ici sa plus grosse difficulté. L'AfD gagne à nouveau des sièges dans un Landtag, ce qui devrait lui permettre de rentrer en force dans le Bundesrat, le Sénat allemand. D'ailleurs, les élections de septembre dans les Länder de Mecklembourg-Poméranie occidentale, en Saxe-Anhalt et à Berlin semblent très favorables à l'AfD, qui est favori dans les 2 premiers Länder et pourrait faire une percée dans la capitale. Slovénie. Victoire de Robert Golob et du mouvement de la liberté lors des législatives. Je vous en avais parlé la semaine dernière, la campagne s'était terminée dans une ambiance électrique et la révélation d'une ingérence étrangère. La société israélienne Black Cube avait permis la captation de propos relevant de la corruption et du trafic d'influence concernant des proches du Premier ministre sortant Robert Golob. Des révélations qui sont tombées pile avant le scrutin.
Les renseignements slovènes ont révélé que des représentants de la société Black Cube se sont rendus à 4 reprises ces 6 derniers mois en Slovénie, dont une fois au siège du Parti démocrate slovène, le parti de Janez Janša, braquant les projecteurs sur les manigances de ce dernier pour revenir au pouvoir. Une séquence qui a certainement permis, à l'inverse de ce qui était espéré, de voir le Premier ministre sortant et son parti, le Mouvement pour la liberté, finir en tête du scrutin avec 28,62% des voix, le Parti démocrate slovène de Janez Janša récoltant 27,95%. Les deux partis sont séparés par 7000 voix d'écart. Janez Janša a annoncé demander des recomptages dans tout le pays et évoque des suspicions de fraude. Le taux de participation était de 70%. Malgré la victoire du parti de centre-gauche, la Slovénie semble se diriger vers de longues négociations pour former une coalition, voire une impasse. 5 autres partis sont entrés au Parlement. Robert Golob a longtemps été en retard dans les sondages, mais des réformes comme la revalorisation des retraites ou encore la loyauté assumée de Janez Janša envers Donald Trump, dans un contexte où le président américain est responsable de la hausse du coût de la vie, a certainement modifié les équilibres politiques slovènes. Le mouvement pour la liberté perd 12 sièges et s'en sort avec 29 représentants à la Chambre. Ses alliés de la dernière coalition, les sociodémocrates et les Levica, perdent aussi du terrain et se retrouvent avec respectivement 6 députés sociodémocrates et 5 de gauche radicale, insuffisants pour atteindre la majorité absolue de 46 sièges. Lors de son discours après le scrutin, le Premier ministre sortant a insisté sur le désir de souveraineté, une petite pique à l'égard de l'ingérence commandée par son adversaire. Le parti anti-système, complotiste et anti-vax, Resnica, pourrait être décisif dans la formation du futur gouvernement. Robert Golob pourrait tenter de débaucher quelques personnalités de centre-droit compatibles avec son mouvement et qui jouent habituellement le rôle d'appui à Janez Janša. Robert Golob est face à un challenge qui n'a jamais été réussi par aucun Premier ministre depuis l'indépendance en 1991, c'est-à-dire rempiler pour un deuxième mandat en tant que Premier ministre. Danemark, victoire du bloc de gauche, mais la formation du gouvernement s'annonce compliquée. Mette Frederiksen avait tenté un coup de poker en pensant que sa popularité, suite au bras de fer avec les États-Unis sur le Groenland, lui permettrait d'asseoir son autorité. Un challenge manifestement raté, même si les sociodémocrates sortent en tête avec 21,9% des suffrages, pire score de l'histoire des sociodémocrates, loin des 27,5% de 2022. Un score que la Première ministre explique par l'usure du pouvoir. Il faut dire que sur de nombreux points, les partis danois ont un consensus clair, comme par exemple sur la lutte contre l'immigration, le réarmement de la défense danoise et le rapprochement avec les alliés européens. Une campagne dès lors axée sur le leadership des présidents de parti. Mette Frederiksen avait annoncé un virage à gauche après 2 mandats depuis 2019, très marqués par les thèmes de droite comme l'immigration et la sécurité. Avant même la dissolution, la Première ministre avait réussi à sceller un accord avec le Parti populaire socialiste et l'Alliance rouge-verte pour créer un chèque nourriture de 335 à 670 € pour 2 millions de Danois en difficulté à cause du coût de la vie. Mais cette concession ne permet pas d'effacer la trahison ressentie à gauche, alors qu'une alliance de gauche était possible en 2022, Mette Frederiksen avait privilégié une alliance des sociodémocrates avec les centristes du Parti des modérés et ceux du Parti libéral. Pour la première fois, le Parti populaire socialiste, qui concurrence les sociodémocrates au point de leur avoir chippé plusieurs communes lors des municipales, dont la capitale Copenhague, a fini en 2e position avec 11,6% des voix. Ils ont fait campagne sur le maintien de l'État-providence et sur le fait de favoriser la transition écologique.
Un score qui peut s'expliquer par la publication d'un rapport du ministère de l'Environnement qui révèle la présence massive de nitrates et de pesticides dans les points de captation d'eau. En troisième position, le parti libéral de Truls Lund Poulsen obtient 10,1% des voix. Le leader libéral s'est dit prêt à mener un gouvernement de droite, sinon il siégera dans l'opposition, signe que la coopération avec les sociaux-démocrates n'est plus du tout à l'ordre du jour. Le parti d'extrême droite, le Parti populaire danois, fait lui un retour en force avec 9,1% des suffrages, soit 3 fois plus qu'en 2022. Le grand perdant de cette élection, c'est le parti des modérés de Lars Løkke Rasmussen, le ministre des Affaires étrangères sortant, qui ne récolte que 7,68% des voix. Il a appelé à former à nouveau un gouvernement avec les sociaux-démocrates, une proposition vite rejetée par les libéraux. Avec 12 partis représentés au Folketing, la formation du gouvernement s'annonce longue et compliquée. Même si les sociaux-démocrates arrivent largement en tête, le morcellement politique de la Chambre rend la formation d'une coalition extrêmement complexe. Ni le bloc de gauche ni le bloc de droite ne parviennent à une majorité absolue. Les Danois se sont déplacés en masse pour ces législatives du mardi 24 mars. La participation a atteint les 80%, un taux de participation qui ferait rêver pas mal de pays européens. Mais le Danemark aussi est tellement fragmenté qu'il y a des chances de retourner aux urnes très bientôt. Hongrie. Un énième chantage contre l'Ukraine et accusation d'espionnage contre un journaliste. La campagne des législatives hongroises n'en finit pas de se dérouler dans une ambiance détestable. Viktor Orban s'entête à dérouler une propagande remplie de paranoïa avec pour bouc émissaire l'Union européenne et l'Ukraine qui voudraient empêcher Viktor Orban de gagner et la Hongrie de jouir de sa souveraineté. Énième épisode du bras de fer entre la Hongrie et l'Ukraine, Viktor Orban a annoncé mercredi 25 mars que la Hongrie allait suspendre progressivement les livraisons de gaz à l'Ukraine tant que la Hongrie n'aurait pas accès au pétrole russe via l'oléoduc Druzhba. Viktor Orban accuse l'Ukraine de ne rien faire pour livrer le pétrole. Il en fait la raison principale des difficultés économiques hongroises, alors que c'est de notoriété publique que les services publics sont délaissés par le gouvernement, que les marchés publics sont distribués aux proches du Premier ministre et que le non-respect de l'état de droit par le gouvernement a déjà fait perdre 1 milliard d'euros à la Hongrie et 20 autres milliards sont actuellement gelés. Pourtant, l'Ukraine a dit accepter le financement des réparations par l'Union européenne et l'entrée d'experts européens pour examiner l'avancée des travaux. L'opérateur gazier hongrois, FGSZ, ne faisait pas état d'une diminution du volume de gaz transféré à l'Ukraine le lendemain. Au mois de mars, l'Ukraine a conclu un accord avec la Hongrie pour 180 millions de mètres cubes de gaz, soit 28% de ses besoins totaux. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien, Georgy Tichy, relativise la suspension en disant que c'est la Hongrie qui se priverait d'1 milliard de dollars et que l'Ukraine avait des fournisseurs alternatifs pour remplacer le gaz hongrois. L'Ukraine n'a toujours pas donné l'autorisation aux experts européens d'entrer en Ukraine. L'administration ukrainienne joue certainement la montre en attendant le résultat des élections hongroises. En parallèle du bras de fer avec l'Ukraine, le gouvernement a dans son viseur un journaliste d'investigation, Szabolcs Pányi, journaliste pour V-Square, un consortium de journalistes d'investigation hongrois, polonais, slovaques et tchèques. Il est accusé d'espionnage par le gouvernement. Szabolcs Pányi multiplie les révélations ces derniers temps sur le soutien russe à la campagne de Viktor Orban. C'est lui qui a révélé la présence d'agents des renseignements militaires russes rompus aux ingérences étrangères à l'ambassade de Russie à Budapest. Pour remettre en cause sa probité, un enregistrement a été divulgué où il serait en train de donner le numéro de téléphone de Péter Szijjártó, le ministre des Affaires étrangères, à des renseignements étrangers.
Le gouvernement prétend que Szabolcs Pányi travaillerait pour un État membre de l'UE hostile à sa politique, sans le citer. Le directeur de cabinet de Viktor Orban, Gergely Gulyás, affirme que Pányi serait un agent de l'étranger et agirait en sous-main pour l'Ukraine. De nombreux médias nationaux et étrangers ont publié sur les barbouzeries du gouvernement Orban qui peuvent compter sur les services secrets loyaux au Fidesz, mais aussi sur les liens étroits avec la Russie. Le samedi 21 mars, le Washington Post a révélé que le SVR, le service des agents clandestins russes, avait émis l'idée de procéder à une tentative d'assassinat à l'encontre de Viktor Orban pour lui faire regagner en popularité. Mercredi 25 mars, c'est le journal d'investigation hongrois Direct 36 qui publie le témoignage d'un policier forcé par les services secrets de mener une perquisition chez 2 informaticiens du parti d'opposition Tisza en prétextant qu'ils étaient liés à des réseaux pédopornographiques. En fait, les services secrets voulaient mettre la main sur des informations sensibles concernant le parti Tisza. Le site spécialisé NewsGuard parle d'une multiplication de sites doppelganger, c'est-à-dire des sites qui reprennent l'identité visuelle de sites d'information authentiques, mais qui sont là pour déverser de la désinformation. TikTok a révélé la détection de plusieurs campagnes en Hongrie menées par de faux comptes qui publient des vidéos générées par IA. Il reste 2 semaines de campagne, 2 semaines durant lesquelles il faudra s'attendre à tout de la part du camp Orban qui n'a plus rien à perdre. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Moldavie, une des principales lignes électriques du pays mise hors service à cause de la guerre en Ukraine. Dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 mars, la ligne électrique Izacea-Vulconești, principale ligne de liaison de la Moldavie avec l'UE, a été déconnectée après des frappes russes en Ukraine. La Moldavie dépend à 80% de ses voisins pour sa consommation électrique. Même si l'Ukraine n'est pas le principal fournisseur d'électricité de la Moldavie, leurs réseaux électriques sont directement connectés. La déconnexion ukrainienne a provoqué un déséquilibre de tension qui a forcé la déconnexion moldave. La panne générale du pays a été évitée de justesse grâce à l'aide de la Roumanie et la mise en place de 4 lignes secondaires à basse tension. Le Premier ministre Alexandru Munteanu a annoncé réunir en urgence son gouvernement pour instaurer un état d'urgence sur l'énergie pour 60 jours. Biélorussie. Loukachenko tente de normaliser ses relations avec les Occidentaux pour sortir de l'isolement international. Le président autocrate de la Biélorussie, Alexander Loukachenko, continue de relâcher son étreinte et ne ferme pas la porte des négociations avec les États-Unis. L'administration Trump, embourbée dans des discussions de paix entre l'Ukraine et la Russie depuis près d'1 an, cherche des leviers dans la région. L'envoyé spécial de Donald Trump pour négocier avec Minsk, John Cole, continue de faire des concessions au régime de Loukachenko. Lundi 23 mars, le président autocrate biélorusse a autorisé 1900 camions lituaniens à quitter le pays. Ils étaient bloqués depuis octobre 2025, une mesure de rétorsion prise alors que la Lituanie avait annoncé fermer la frontière après que des ballons chargés de contrebande aient pénétré l'espace aérien lituanien, obligeant les autorités lituaniennes à interdire toute liaison aérienne plusieurs fois de suite. Loukachenko avait exigé le paiement d'une taxe pour les laisser franchir la frontière. Quelques jours plus tôt, le jeudi 19 mars, 250 prisonniers politiques ont été graciés et libérés. Une libération intervenue quelques heures après que les États-Unis aient levé les sanctions à l'encontre de 2 banques biélorusses, du ministère des Finances et de 2 entreprises qui produisent de la potasse, un des éléments de base des engrais dont les prix ne cessent d'augmenter sur les marchés mondiaux. Parmi les prisonniers libérés, il y a plusieurs défenseurs des droits humains des ONG Viasna et Human Constanta, tous arrêtés après les élections de 2020 pour avoir documenté des violations des droits humains par les autorités.
Ils avaient été incarcérés pour des prétextes fallacieux. D'après Viasna, il y aurait à la date du 29 mars 908 prisonniers politiques toujours détenus, un chiffre probablement sous-évalué puisque des informations manquent sur pas mal de prisonniers. La Biélorussie avait déjà procédé à la libération de 123 prisonniers politiques en décembre, dont faisait partie le fondateur de Viasna et lauréat du prix Nobel de la paix 2022, Ales Bialatski, ou la figure d'opposition Maria Kalesnikava, en échange de la levée des sanctions américaines contre la compagnie aérienne Belavia. Ce changement de stratégie américaine intervient parce que l'administration Trump considère que les sanctions européennes ont été inefficaces jusqu'ici, ne permettant pas de réduire la répression du régime, ni de le faire progresser vers une transition démocratique, ni de desserrer l'étreinte russe sur la Biélorussie. Les États-Unis pensent que la Biélorussie peut être un atout dans les négociations de paix. Donald Trump serait prêt à recevoir l'autocrate biélorusse à Mar-a-Lago dans les prochains mois. Mais malgré ce revirement diplomatique positif, la Biélorussie est rattrapée par une enquête de la Cour pénale internationale. En septembre 2024, Gabija Grigaitytė-Daugirdę, qui était alors vice-ministre de la Justice lituanienne, avait déposé une demande d'enquête auprès de la Cour de La Haye. La Lituanie a déposé ce recours pour des crimes contre l'humanité perpétrés par le régime biélorusse sur son territoire, notamment des déportations et des persécutions. Une enquête de la justice lituanienne est aussi ouverte pour des faits de torture. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 13e semaine européenne de 2026. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast, le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.